Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres de ce mercredi 6 septembre. Ils ont brillé lors des derniers Jeux des petits États d'Europe à Malte. Les athlètes de la délégation monégasque ont été reçus au ministère d'État pour saluer leur performance. Reportage à suivre dans quelques instants. Le sport est un phénomène universel, rassembleur. Il peut être aussi une force pour le changement et pour la paix. C'est le message que Peace and Sport véhicule maintenant depuis plus de 15 ans. Son président fondateur Joël Bouzou est notre invité ce soir pour évoquer notamment les futures actions de l'organisation monégasque. Une nouvelle crèche ouvre ses portes en principauté. Elle vient répondre notamment aux besoins des familles. Présentation du lieu à découvrir dans ce journal. Puis nous nous rendrons à Menton rejoindre Youssef Alaoua. Il est le directeur du campus Méditerranée Moyen-Orient de Sciences Po et viendra nous exposer les étroites relations qui unissent la principauté et le campus. Et enfin, à la fin de ce journal, focus sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous le verrez, il existe déjà plusieurs solutions en principauté. Mais avant de développer ces titres, nous ouvrons ce journal avec ces images tournées ce mercredi matin sur le Rocher. Le ministre d'État Pierre Dartout a réuni ses conseillers ministres pour la rentrée du Conseil du gouvernement. L'occasion d'évoquer notamment les dossiers prioritaires du mois de septembre et les perspectives à venir. On reste au ministère d'État, à la résidence cette fois-ci, avec cette réception organisée mardi soir en l'honneur des athlètes qui ont représenté Monaco au dernier Jeux des petits États d'Europe à Malte. Une équipe de Monaco Info était présente, Julia Vial et Jean-Alexandre Dordet. Le moment était important pour ces athlètes monégasques, eux qui ont brillé lors des derniers Jeux des petits États d'Europe. Avec 33 médailles décrochées, la principauté termine 4e nation la plus titrée. Une fierté pour ces sportifs qui ont pu, lors d'une soirée, célébrer leur victoire. C'est un honneur pour moi d'être ici et un plaisir après le résultat au Jeux des petits États. En plus, on est tous réunis, toute la délégation, donc c'est sûr que c'est un grand plaisir d'être au ministère d'État pour fêter les médailles et notre participation aux Jeux des petits États. Et parmi tous les invités présents, un coup garni de médailles attire notre attention. J'en ai 7, donc j'ai une médaille au 50 dos, au 100 dos, au 200 dos, au 204, au 404, au 200 crawl et au relais 4 fois 100 nage libre. Derrière, je mets des petits stickers derrière pour me rappeler la nage et voilà, c'est des bons souvenirs. J'ai un truc pour les mettre tous ensemble et du coup, voilà. Avec des athlètes monégasques parfois multimédaillés, les résultats enregistrés laissent augurer de belles promesses pour l'avenir. C'est surtout qu'arriver à avoir des médailles dans un contexte aussi élevé, des Jeux des petits États d'Europe, mais dans les petits États, il y a des grands pays par rapport à nous. C'est un marqueur pour constater que tous les efforts qui ont été faits, que ce soit l'État, le comité olympique, les clubs et les athlètes eux-mêmes, payent. Voilà. Et il n'y a pas de résultat sans effort. Et je crois que ça, c'est un message qui est facile à faire passer pour les jeunes. Des jeunes qui vont continuer à maintenir le rang de la principauté en termes de réussite sportive. Le prochain rendez-vous pour les Jeux des petits États d'Europe sera à Andorre en 2025. L'édition 2027 est-elle prévue en principauté ? Le sport, une réponse pour la paix, une phrase qui anime Peace and Sport depuis 2007. L'organisation monégasque connue pour ses nombreuses actions à travers le monde ne cesse de promouvoir le sport comme vecteur de tolérance et de respect. Quelles sont les prochaines activités de Peace and Sport? Pour le savoir, nous accueillons le président fondateur de Peace and Sport, Joël Bouzou. Il nous attend en plateau. Bonsoir Joël Bouzou. Bonsoir. Le sport est un phénomène universel, rassembleur, il peut être aussi une force pour le changement et pour la paix. C'est la mission de Peace and Sport que vous avez fondée il y a plus de 15 ans maintenant. Quel regard portez-vous sur les années écoulées? Ce qui est fabuleux, c'est que on a pu vérifier les hypothèses qu'on avait mises en place au départ, à savoir la neutralité du sport, l'universalité de la règle qui met tout le monde à égalité en face d'elle. Peuvent être utilisés pour rapprocher des communautés divisées, pour rapprocher des gens, et pas seulement pour faire du sport. Tout ceci ancré sur la neutralité crédible de Monaco,
c'est quelque chose qu'on peut exporter aujourd'hui et qui fonctionne très très bien. Oui, pour porter ce message, votre organisation tient chaque année un forum réunissant des décideurs, des personnalités du monde entier. Cette année, cap sur l'Arabie Saoudite pour un rendez-vous au Moyen-Orient. Pourquoi ce choix? Alors certains diront oui, c'est quelque chose qui est bizarre. Non, pas du tout. Difficile peut-être. C'est un grand pays. C'est un pays qui bouge énormément. C'est un pays qui est très sérieux dans l'approche qu'il peut faire sur un certain nombre de dossiers. Et donc c'est 5 ans de travail aussi. C'est une reconnaissance internationale qui fait qu'aujourd'hui on peut aller là-bas et pas seulement dans des pays où on pourrait dire que c'est facile. Donc voilà, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous. C'est pas simplement la paix par le sport, c'est aussi de la diplomatie par le sport, puisqu'on aura un diplomatic corner là-bas, avec des programmes qui tournent sur le terrain. C'est une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on a énormément de programmes qui tournent déjà sur des villes en Arabie Saoudite. Et puis c'est le forum mondial qu'on exporte là-bas, avec la neutralité de Peace and Sport, ancrée sur la neutralité et l'indépendance de Monaco. Et le monde entier va se retrouver, la famille de la paix par le sport va se retrouver en Arabie Saoudite 18 et 19 octobre. Peace and Sport s'associe aussi à de grands événements sportifs comme Sportel qui arrive le 23 octobre. Et puis le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or le 30 octobre avec le trophée Socrates qui, non seulement maintenant on tient à consacrer le meilleur footballeur du monde, mais le meilleur rôle modèle du monde, le meilleur acteur par le football dans la société. Et ça, c'est aussi une consécration pour l'organisation, puisqu'elle travaille avec les plus grandes organisations pour cela. C'est important de saluer le travail de chacun, de mettre en valeur pour éventuellement amener d'autres aussi à agir. Bien sûr, on est conscient aujourd'hui de la valeur, l'importance en tant que modèle des champions. Les champions, pour moi, ne sont pas simplement des champions sportifs. Ils ont des fans, ils ont la capacité à s'exprimer sur la scène nationale et internationale. Et donc, s'ils peuvent s'exprimer sur la cohésion sociale, sur l'acceptation, la diversité, sur la paix en général, eh bien, ça, c'est notre mission. Et donc, on les encourage à faire cela partout. Actuellement, Joël Bouzou, combien de programmes sont menés par Peace and Sport à travers le monde? Alors, on a des programmes dans 3 continents, on a des programmes dans des pays comme le Burundi, le Rwanda, l'Inde, énormément d'autres pays aussi. Et donc on forme des centaines d'éducateurs de paix par le sport, sur un savoir qui est très organisé, ce qui permet de mettre à la paix par le sport des milliers d'enfants partout dans le monde. Et vous aussi, vous intervenez sur le terrain, vous allez à la rencontre de ces acteurs pour voir si tout se passe bien et puis surtout si le concept fonctionne. Oui, alors on appuie aussi beaucoup d'acteurs, des organisateurs de jeux, maintenant de jeux sportifs par exemple. On était au jeu de la francophonie à Kinshasa, donc on amène une valence paix par le sport en plus de l'organisation de compétitions sportives. C'est notre vocation et on continue depuis Monaco à essaimer partout sur la paix par le sport. Un mot sur les Jeux de l'amitié qui seront de retour en Colombie. Alors ça, c'est aussi à la fin de l'année. En Colombie, on a maintenant de la formation d'éducateurs et des programmes de paix par le sport qui tournent sur tout le pays. Donc on a dépassé les programmes pilotes. Tout ça en liaison avec les autorités en permanence, avec des résultats. Et on a une collaboration avec l'Université de Nanterre qui nous permet de mesurer les impacts. Parce que ce qui est important pour nous, ce n'est pas simplement d'être présent sur le terrain, mais c'est d'avoir la démonstration que ce qu'on fait sur le terrain a un impact, de manière à convaincre encore plus de gouvernements, de dirigeants, de l'importance du sport, qui n'est pas simplement une dépense, mais qui est un investissement non seulement pour la performance, mais pour la cohésion de la société. Et Monaco Info, bien sûr, suivra toutes vos actions, puisqu'il y aura d'autres annonces qui vont être effectuées dans les semaines qui viennent. En conclusion, Joël Bouzou, plus que jamais, le monde du sport doit prendre conscience du rôle majeur qu'il peut avoir en faveur de la paix. Absolument. Les dirigeants sportifs ne sont pas que des dirigeants sportifs, ils peuvent faire beaucoup plus. Et je pense que le monde aujourd'hui a énormément besoin de ce phénomène universel qui est le sport et qui peut avoir une contribution très importante pour la stabilité de nos sociétés. Merci beaucoup Joël Bouzou.
Merci. Évoquons à présent l'actualité en bref. On débute par du tennis et fin de l'aventure pour Hugo Nys à l'US Open en double. Défaite 2-7-1 pour le joueur de la Fédération monégasque de tennis et Jan Zelinski face à la paire Krasicek-Dodig. Nous retrouverons Hugo Nys bientôt sur les terrains du Monte Carlo Country Club à l'occasion de la Coupe Davis. Monaco-Équateur sera d'ailleurs à suivre en direct sur Monaco Info les 15 et 16 septembre. Ces images à présent de la Princess of Monaco Cup. Plusieurs personnalités sportives ont répondu présentes pour participer à cet événement organisé au profit de la Fondation Princesse Charlène. Nous y reviendrons plus en longueur dans notre édition de demain. Le vendredi 8 septembre à 10 h, suivez en direct sur Monaco Info la séance spéciale du Conseil national. Une séance qui rendra hommage au prince Régnier III et mettra en valeur le prince constituant l'accord de volonté. Cet événement s'inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Coup de projecteur maintenant sur une nouvelle crèche qui a ouvert ses portes en début de semaine en Principauté. Son nom, la crèche Honoria. Elle est située à l'ouest de la Principauté et accueille les enfants de 0 à 3 ans. Le reportage sur place de Julia Vial et de Sylvain Péroumal. Nous sommes arrivés à la crèche Honoria à l'heure du goûter. La crèche vient d'ouvrir ses portes aux enfants de 0 à 3 ans, une structure qui permet d'accueillir 30 bambins dans des conditions privilégiées. Les enfants ont vite pris leur marque dans leur nouvel environnement. Ils sont venus assez facilement, il y a plein de nouveaux jeux, il y a plein de nouvelles choses à faire. Ils sont vraiment venus facilement aujourd'hui, lundi, mardi, vraiment bien. Et les parents avaient l'air contents aussi, donc c'est vraiment une chouette structure. La crèche Honoria représente l'un des engagements prioritaires du conseil municipal, offrir des lieux de proximité pratiques et adaptés aux besoins des familles de la Principauté. La crèche du Testimonio qui a ouvert en janvier a permis d'ouvrir 50 berceaux, c'est-à-dire plus de 50 places pour les enfants de la Principauté. Ici, on est dans une logique, à nouveau, comme pour la crèche du Testimonio, d'ouvrir des structures les plus proches possibles des logements domaniaux, et puis dans des zones géographiques qui ne disposaient pas forcément de crèche. Donc là, je dois dire qu'en termes d'attrait pour les familles, la crèche Honoria est particulièrement appréciée parce qu'on a beaucoup de bébés qui descendent de l'immeuble. Et puis, il faut dire aussi qu'on a beaucoup de chance de pouvoir offrir aux familles cette crèche flambant neuve, ce qui nous a permis aussi de fermer la crèche de l'Escorial dans un souci de modernisation évident et dans la mesure où d'autres structures sont encore sur le point d'ici, disons, à moyen terme, d'être livré. Le projet IDA devrait ainsi voir le jour à horizon 2025. Mais en attendant, après une belle journée, il est l'heure pour les enfants de retrouver leurs parents. Ce chiffre, à présent 1,3 milliard, c'est le nombre de tonnes de nourriture gaspillées chaque année dans le monde, soit un tiers de la production mondiale alimentaire. Pour lutter contre ce désastre, chaque geste compte, à petite comme à grande échelle. Nous allons pouvoir le constater dans quelques instants avec des solutions proposées à Monaco. Mais avant cela, nous avons voulu connaître vos astuces anti-gaspi. Réaction au micro d'Émilie Flamin. Alors moi, souvent, je vais aller faire mes courses après avoir mangé. Parce que j'ai remarqué plusieurs fois que quand j'y allais, par exemple à l'heure du déjeuner, en même temps que je fais mes courses pour le midi, j'achète plein de choses parce que j'ai faim à ce moment-là et à la fin ça finit par être gaspillé, ce qui est assez dommage. Donc je vais faire mes courses maintenant le soir, après le boulot. J'achète vraiment le minimum et je gaspille pas plus que ça. Hein. Je fais attention à ce que je mange et puis s'il m'en reste un peu, je mange le lendemain, voilà. Par exemple, le pain, quand il est dur, je ne le jette pas. Ce que je fais, c'est que je le mouille, je le mets en fait au four et il est comme neuf. Et on peut le manger, il est croustillant et du coup, je ne le jette pas. Dans la cuisine, on regarde souvent les dates de péremption et puis quand on fait les courses, on essaie quand même de s'organiser la semaine, ce qui évite d'acheter des choses en plus. Et donc, pareil, dans les fruits et légumes, on prend toujours ce qui est de saison pour pas que ça pourrisse avant. Et on fait souvent le tri de ce qu'on a mangé ou pas et puis on mange ce qu'on doit manger.
Chacun a donc sa solution pour éviter le gaspillage alimentaire. Elisa Alberto a, elle, souhaité fédérer les commerçants autour de cette problématique. En 2019, elle a créé la plateforme Eco-Slow Wasting et permet d'acheter à moindre coût les invendus qui seraient sinon probablement jetés. À ce jour, la plateforme compte une centaine de partenaires et plus de 6000 utilisateurs. Le reportage d'Émilie Flamin et Lionel Bernardi. Depuis 3 ans, cette boulangerie s'est lancée dans l'aventure d'Eco-Slow Wasting, une plateforme qui lui permet chaque jour de vendre des box d'invendus pour lutter contre le gaspillage. Il y a des jours, voilà, c'est aléatoire la vente. Il peut nous rester 20 sandwichs le soir, comme peut y en rester 50 ou voire même 0. Donc voilà, et on privilégie donc le client. C'est par le biais de la plateforme que les commerçants et les clients sont mis en relation. Pour vendre leurs invendus, leurs produits proches de la date de péremption, leurs stocks restants, leurs fins de série, avec des consommateurs qui sont les utilisateurs de la plateforme et qui sont des gens comme vous, moi, qui sont conscients des enjeux de la planète et qui souhaitent faire des économies sur leurs courses sans perdre sur la qualité puisqu'il s'agit de produits encore tout à fait consommables et utilisables. Dans cette boulangerie, par exemple, une box a une valeur de 17 € minimum, mais le client ne la paiera que 5 €. Et grâce à lui, la boulangerie évitera complètement le gaspillage qui pourrait arriver en fin de journée. En général, le soir, voilà, grâce aux box, on est à 0 gaspillage. Voilà, vraiment. Après, il y a des produits qu'on peut repasser. On est une boulangerie artisanale, mais il y a des produits qu'on peut repasser le lendemain. Mais sur tout ce qui est produit qu'on ne peut pas repasser justement, c'est parfait. Il y a tout qui part le soir même. Mais Eco-Slow Wasting ne s'arrête pas là dans son objectif de lutte contre le gaspillage. C'est l'accompagnement pour les professionnels, pour les aider à tendre vers un mode de vie durable. Donc via des ateliers, de la sensibilisation, du consulting. Donc chaque programme a été conçu pour répondre aux défis d'une écologie concrète et profitable. Avec ses plus de 6000 utilisateurs, la plateforme espère bien participer à son échelle à la réduction des 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année dans le monde. Et sachez aussi que l'enseigne Carrefour Monaco participe également à cette lutte en proposant des paniers anti-gaspi. Cette semaine a été marquée par la rentrée scolaire des élèves du primaire au lycée en France, mais également dans de nombreuses filières de l'enseignement supérieur. C'est le cas sur le campus de Sciences Po à Menton, où l'enseignement est tourné notamment vers le bassin méditerranéen et les problématiques auxquelles il doit faire face. Un partenariat a vu le jour avec Monaco dès l'ouverture du site quasiment, et il perdure dans le temps. Nous sommes avec le tout nouveau directeur du campus, Youssef Alaoua. C'est aussi cette semaine sa rentrée à Menton. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment s'est passée la rentrée sur le campus de Sciences Po à Menton ? Elle était placée sous le signe du sport. C'était une rentrée sportive. Donc tout le monde est arrivé en forme et heureux d'être de retour dans la salle de classe. Combien d'élèves compte le campus et quel est le profil des étudiants ? Sur le campus de Menton, nous avons des élèves de première année et de deuxième année. Cette année, nous avons accueilli 181 nouveaux étudiants et ils sont 171 en deuxième année, auquel on ajoute 35 étudiants en échange. Et pour répondre à votre question sur leur profil, ils sont issus, bien entendu, de France, métropolitaine et outre-mer, mais de près de 40 pays pour les étudiants de première année et de près de 60 pays si on prend première année, deuxième année. Les 5 continents du globe sont représentés et les 6 langues officielles des Nations Unies sont parlées couramment sur le campus. Il y a aussi des partenariats avec différentes entités dont le gouvernement princier. Comment cela se traduit concrètement ? Nous avons un formidable accord avec la direction de la coopération internationale de la principauté de Monaco. En 2024, nous soufflerons la 10e bougie, plutôt les 10 bougies de l'accord de coopération. Donc ça fait 10 ans qu'on travaille, que le campus de Sciences Po à Menton travaille avec la direction de la coopération internationale de la principauté de Monaco. La direction de la coopération internationale qui organise donc notamment son école d'hiver. En quoi cela consiste et qui est concerné ? La thématique de ce partenariat avec la direction de la coopération internationale, c'est la sensibilisation des étudiants de Sciences Po, en priorité les premières années, sur les enjeux de la coopération internationale et de l'aide publique au développement. Donc effectivement, cette école d'hiver est organisée entre les 2 semestres, c'est sur une semaine, ce sont des ateliers thématiques
lors desquels la direction de la coopération internationale invite des professionnels de terrain qui sont engagés dans la solidarité internationale, l'aide au développement, qui viennent témoigner, se présenter, parler de leur métier devant nos étudiants de première année, mais aussi qui les font travailler. Et donc, par exemple, pendant cette semaine, les étudiants ont 2 jours pour réfléchir à une restitution sur la manière dont ils ont été sensibilisés aux grands droits, aux principaux droits fondamentaux. Et donc, par exemple, ils réalisent des affiches, des vidéos qu'ils présentent le vendredi avec une petite élection par un jury du projet gagnant. Le but est donc de créer des vocations et peut-être que votre interview va intéresser les élèves de la Principauté. Quelle est la démarche à faire pour intégrer le campus de Sciences Po à Menton ? Tout d'abord, j'ai envie de leur dire que s'ils choisissent Sciences Po, ils font le bon choix. C'est vraiment une formidable université dans laquelle on leur apprendra à être ouverts sur le monde, à rester curieux, mais aussi à se faire confiance et à pleinement suivre leur vocation, c'est-à-dire ce qu'ils aiment. La deuxième chose peut-être qu'on peut leur dire, c'est que lorsqu'ils intègrent Sciences Po, bien entendu, par une évidence géographique, ils peuvent postuler à Menton, mais ils pourront aussi, dès la première année, aller au Havre, à Dijon, à Paris ou encore à Reims. Et peut-être le troisième conseil qu'on peut leur donner, c'est que, notamment pour les élèves de terminale, si on est très pragmatique, il faut bien travailler, il faut réussir son baccalauréat, il faut essayer d'avoir les meilleures notes possibles, rester sérieux, concentré, et ensuite suivre la procédure pour postuler à Sciences Po. Eh bien, merci beaucoup Youssef Alaoua d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Une exposition à découvrir maintenant dans la salle d'exposition du Comité national monégasque proposée par les artistes du comité. L'exposition Vision dévoile les œuvres de 2 artistes, Joël Messner et Marcella Svaton. Le récit de Christine Datomel sur des images de Lionel Bernardi. 2 univers bien distincts mais qui se marient et s'entrecroisent. Les sculptures de l'artiste Marcella Svaton aux couleurs vives et aux airs de vacances s'exposent devant les toiles lumineuses, féminines et fraîches de l'artiste Joël Messner. La lumière, elle m'inspire tellement ici à la Côte d'Azur et je suis inspirée par les femmes. Les femmes, ils ont un côté très vivant, très joyeux, très émotionnel et je fais beaucoup les choses dans mes tableaux de parler des émotions. Quand je vois les femmes, ça m'a inspirée toujours parce que je les trouve belles dans toutes les façons. Et si au mur, les peintures colorées de Joël Messner prônent la féminité et les éclats de la Côte d'Azur, à leur côté, les portraits sculptés de Marcella Svaton affichent une formation plus classique que les baigneuses. 2 styles bien différents, mais qui révèlent l'identité artistique de la sculptrice. Depuis que j'habite en France, à Nice, j'adore la lumière, j'adore la plage, j'adore le côté on jouait, j'adore les jeux sur la plage et donc je fais beaucoup de baigneuses. Et j'ai ajouté aussi à mes sculptures la couleur, ce que je n'avais pas avant. 2 univers qui ont été sublimés par des airs lyriques dans les locaux de l'AIAP hier soir sur l'avenue du Quai Antoine Ier à l'occasion du vernissage. L'exposition Vision se tiendra jusqu'au 9 septembre de 13h à 18h. Place à présent à vos prévisions météo avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia, quelle est la tendance pour la journée de demain ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le soleil est encore et toujours au rendez-vous à Monaco. Pas un nuage à l'horizon pour ce jeudi 7 septembre. Du côté de vos températures, 29 degrés est prévu au meilleur de la journée. La Méditerranée garde elle aussi une température plus que satisfaisante avec 23 degrés. Le soleil se lèvera à 6h58 et se couchera à 19h58. Demain sera la Sainte-Reine. Merci Julia et merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte en images avec la réception donnée à la résidence du ministre d'État en l'honneur des athlètes monégasques ayant participé aux Jeux des petits États d'Europe à Malte. Excellente soirée à tous et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.